Vence. C'est une mission qui a été mise en place au mois de mars 2021 et qui a pour objectif de recenser et d'étudier l'ensemble du patrimoine vernaculaire du pays vensois. Ça comprend un ensemble de 7 communes, la commune de Vence et les communes qui gravitent autour, Saint-Janet, La Gaude, Guettières, Coursegoule, Saint-Paul-de-Vence et Tourette-sur-Loup. Cette étude, elle va se dérouler sur plusieurs années et elle a pour objectif d'étudier tout le patrimoine vernaculaire, c'est-à-dire le patrimoine ancien, traditionnel, caractéristique de notre territoire et qui est représentatif des modes de vie d'autrefois. On étudie une période qui va du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle et on va s'intéresser essentiellement aux maisons de village, aux fermes, aux cabanes d'estive, au patrimoine pré-industriel comme les moulins, les forges, les fours à pain, le patrimoine religieux également qui nous intéresse en matière d'organisation de la société autour de ces lieux de culte, et bien entendu tous les équipements ruraux qui vont permettre à une société traditionnelle de s'organiser, de vivre de manière plus ou moins autarcique en ayant tous les moyens élémentaires pour survivre, comme tout l'approvisionnement en eau par exemple et les infrastructures liées à ces besoins. L'étude a commencé par la commune de La Gaude et on continuera ensuite par Saint-Paul à la fin de l'automne. On étudie le patrimoine avec une méthodologie qui est celle de l'inventaire du patrimoine culturel, qui est un service que l'on retrouve dans chaque région. C'est un service créé depuis les années 60 qui met en place une méthodologie rigoureuse que l'on retrouve dans chaque région de France et qui nous permet d'établir une base de données uniforme et avec des informations accessibles à tous les publics. J'ai mis une définition du patrimoine culturel parce que c'est une notion qui est très très large, qui regroupe un certain nombre d'éléments. Là, c'est la définition du Code du patrimoine qui explique qu'il s'agit de l'ensemble du patrimoine immobilier et mobilier, que ce soit public ou privé, et qui peut présenter un intérêt à la fois historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. Donc on voit que c'est vraiment un domaine qui est très très large et que l'entreprise est donc vaste. Ce service, il a été créé en 1964 sous l'impulsion d'Henri Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture. Et pour reprendre ces mots, il cite l'objectif du service de l'inventaire, qui est d'étudier tout le patrimoine allant de la cathédrale jusqu'à la petite cuillère. Donc finalement, ça concerne à la fois tout ce qui va être le plus monumental jusqu'aux objets de la vie quotidienne. Donc si on prend un exemple sur le territoire du pays de Vence, un type de patrimoine monumental est l'enceinte bastonnée Renaissance de Saint-Paul-de-Vence, qui a déjà fait l'objet d'une étude par le service de l'inventaire dans le cadre d'une étude plus large sur l'architecture militaire des Alpes-Maritimes. Et si on prend l'exemple d'un objet de la vie quotidienne qui est susceptible d'être étudié, vous avez à droite un tourne-broche mural à contrepoids, découvert dans une maison du village de La Gaude au mois de juillet, et qui est tout à fait représentatif d'un objet de la vie quotidienne d'autrefois, et qui fait l'objet d'études, qui intègre l'étude et qui s'applique à l'ensemble du territoire national. Donc vous avez un service de l'inventaire qui existe dans chaque région et qui applique les mêmes méthodes de travail pour récolter le même type d'informations qui soient exploitables par l'ensemble de la population. Que ce soit à la fois pour le grand public, mais aussi pour les chercheurs, les universitaires ou par les collectivités. Donc initialement, il était composé uniquement de bénévoles dans les années 60 lorsqu'il a été créé. Et au fur et à mesure, ce service s'est institutionnalisé. Il a été rattaché aux monuments historiques. Vous pouvez avoir des chercheurs qui sont généralistes, mais également dans des domaines qui demandent des compétences très précises, vous allez avoir des chercheurs qui vont être par exemple spécialistes du patrimoine industriel ou spécialistes du patrimoine militaire, comme je mets l'exemple précédemment, qui demandent vraiment un savoir-faire vraiment technique. L'inventaire recourt à un certain nombre de partenariats avec d'autres collectivités.
que ce soit le département ou simplement des communes, pour mettre en œuvre ces missions au plus près des échelons locaux. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement, puisque une mission de partenariat a été mise en place sur le territoire du Pays de Vence depuis le mois de mars. Et c'est dans ce contexte que j'ai été recrutée pour mener à bien cette mission d'inventaire. Donc cette mission, elle concerne un certain nombre de communes. Le Pays de Vence regroupe aujourd'hui 7 communes. Vous avez Coursegoule, Gatière, La Baude, Saint-Janet, Saint-Paul-de-Vence, Tourette-sur-Loup et Vence. À l'origine, le CIVOM n'avait qu'une compétence en matière d'entretien des massifs forestiers et, il me semble, Donc pourquoi est-ce qu'on met en place cet inventaire du patrimoine sur l'ensemble du Pays de Vence? La première raison, c'est qu'il y a une volonté de créer une base de connaissances sur l'histoire et le patrimoine de l'ensemble de ces communes. On a des recherches qui ont déjà été effectuées auparavant, mais c'est des recherches qui sont très ponctuelles, qui n'ont pas forcément une teneur scientifique très forte, même si on a des travaux de certains chercheurs qui vont être sur des éléments très ciblés. Par exemple, comme je vous disais, l'enceinte bastonnée Saint-Paul-de-Vence, ou par exemple des études sur la cathédrale de Vence, sur l'enceinte médiévale. Voilà, on va avoir des choses un petit peu éparses comme ça, mais rien de réellement uniforme à l'échelle de l'ensemble de ce territoire. La deuxième raison de la mise en place de cet inventaire, c'est d'alimenter le projet Pays d'Art et d'Histoire. Pays d'Art et d'Histoire, c'est un label qui est attribué à un ensemble de communes qui s'engagent à mettre en valeur son patrimoine, que ce soit pour ses habitants, mais aussi pour les visiteurs. Ce label, il a été attribué à 3 villes dans le département, mais pas à un ensemble de communes. Et donc nous, aujourd'hui, pour le CIVOM, on se donne cette mission d'obtenir ce label d'ici quelques années pour permettre de mettre en place tout un ensemble d'actions en faveur des habitants autour de leur patrimoine. Et donc l'inventaire va permettre de créer de la substance et d'alimenter tous ces projets. Donc, parmi tous ces projets, on va pouvoir mettre en place des visites guidées, des conférences comme aujourd'hui, éventuellement des publications, si l'étude le permet. Je vous ai mis, vous pourrez consulter si vous voulez tout à l'heure, 3 exemples d'ouvrages publiés par le service de l'inventaire. Vous en avez un qui est par la région de PACA et 2 autres par la région Occitanie. Donc voilà, si vous voulez y jeter un œil. Et sinon, sur l'exposition qui est présentée, vous avez toutes les thématiques d'études qui sont expliquées et qui ont fait l'objet de publications également. Donc maintenant, on en vient au cœur du sujet, le patrimoine vernaculaire. Alors, c'est un terme qui n'est pas forcément très familier pour tout le monde et qui n'est pas forcément très accessible. Donc là, j'essaie de vous en donner la définition la plus simple possible. En fait, vernaculaire, c'est quelque chose qui est spécifique à un territoire, qui est propre aux habitants de ce territoire. C'est quelque chose qui va être, qu'on ne retrouvera, qui sera complètement différent d'un endroit à l'autre. Donc, ça va correspondre, nous on étudie essentiellement le bâti et les objets mobiliers, ça va être toutes les constructions qui sont représentatives d'une société traditionnelle et qui sont caractéristiques de cette société qui a évolué sur ce territoire et qui a mis en place des constructions nécessaires à leur vie quotidienne. On va parler plutôt d'une société où dominent les activités agraires, c'est-à-dire en lien avec l'exploitation du sol. Et donc, dans cette thématique, on a énormément de sous-catégories qui intègrent le vernaculaire, principalement le bâti rural et le bâti villageois, c'est-à-dire toutes les constructions des maisons de village qui vont être représentatives de la vie d'autrefois. Vous avez également toutes les activités artisanales passées qui ne sont plus en place aujourd'hui ou alors qui n'ont plus rien à voir avec ce que c'était autrefois. Et l'architecture religieuse rurale pour son impact sur l'organisation territoriale,
puisque les populations s'organisent autour de leur lieu de culte le plus souvent, à l'époque en tout cas. D'abord parce que c'est un domaine d'études qui est très vaste et qui n'a pas été documenté en Pays de Vence. Quand on a recensé rapidement le patrimoine pour le projet Pays d'Art et d'Histoire, on s'est rendu compte que sur cette thématique précisément, on avait très peu d'informations. La deuxième raison, c'est que, comme je vous le disais, c'est le patrimoine qui va être le plus représentatif de l'évolution du territoire. Puisque quand vous arrivez dans n'importe quel village de l'arrière-pays, vous voyez les constructions, les différentes maisons, et la première chose qu'on se dit, c'est voilà, c'était comme ça autrefois, c'est les maisons caractéristiques qu'on ne voit pas si on se déplace dans un autre département. Et enfin, il s'agit du patrimoine qui est le plus vulnérable et donc qui pour lequel on est dans une situation plutôt urgente de traiter cette étude, puisque c'est un patrimoine qui peut disparaître très rapidement, étant donné qu'il est occupé par les habitants, qu'il évolue constamment en fonction des besoins, en fonction d'un besoin de mettre à jour avec des normes plus confortables, ce qui est tout à fait normal, mais du coup qui se perd. Là, je vous ai mis deux photos qui illustrent bien ce phénomène. À gauche, vous avez une photo de 1995 d'une bergerie à Courceboul, on voit le village au fond. Et à droite, vous avez une photo de la même bergerie en 2021. Et donc on voit que la différence est assez frappante. Et aujourd'hui, moi, si j'arrive devant cette bergerie, je ne peux pas l'étudier parce que ça a été trop modifié. Et donc, grâce à cette photo de 95, on a une trace de ce qu'on avait avant. Pour l'ensemble de ces communes, on se trouve plutôt sur des territoires collinaires avec un certain nombre de forêts. Les villages sont construits plutôt sur des zones perchées et l'ensemble et les alentours de ces villages ont été plutôt organisés avec des terrasses de culture pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, ces terrasses de culture se sont progressivement effacées au profit d'une urbanisation de plus en plus importante. Et aujourd'hui, on est essentiellement sur de l'habitat résidentiel. Si on franchit la frontière des Baous, on change complètement de paysage. Déjà, on est beaucoup plus en altitude puisqu'on passe rapidement à plus de 900 mètres d'altitude. On est plutôt sur des paysages karstiques, avec des reliefs pas très marqués, avec des grands plateaux calcaires qui sont propices à l'élevage ovin. Et en fond de vallée, vous avez le village de Courceboul qui, lui, est plutôt préservé dans un écrin non urbanisé. Voilà, donc on a des variations d'altitude importantes. On est à une vingtaine de mètres dans les plaines du Var, au pied de la Gaule, Saint-Janet-et-Gatière, tout à fait à l'est. Tandis qu'au nord de Courceboul, avec le massif du Chéron, on culmine à 1500 mètres d'altitude à peu près. Donc ça entraîne des variations aussi de climat importantes qui vont mener à des constructions assez variées. En fait, on ne va pas avoir les mêmes types d'architecture, qu'on soit au col de Vence ou au pied des plaines du Var, ce qui est aussi du coup assez intéressant. Pour vous présenter brièvement l'ensemble des communes du Sylvam, vous avez donc la commune de Courceboul. On voit que sur les deux photos, on n'a pas énormément d'évolution alors qu'on a quasiment un siècle d'écart. Ce village, il a la particularité d'avoir déjà fait l'étude d'un inventaire dans les années 90, qui va être remis au bout du jour maintenant. Mais voilà, ça n'a pas. L'idée aussi, c'est de voir si en 20 ans, on a eu beaucoup de changements ou pas. Donc, comme je vous montrais avec l'exemple de la bergerie tout à l'heure, on se rend compte que effectivement, ça peut être le cas. Vous avez le village de Gatière, qui se trouve tout à l'est du territoire et qui avait la particularité d'être une enclave du comté de Nice jusqu'en 1760. Donc, on va aussi observer des différences avec pas les modes de vie, mais par exemple, vous allez à Gatière, il ne parle pas le provençal, il parle le niçois.
Et voilà, c'est des petites choses qui vont faire qu'on va avoir des habitudes et des éléments culturels différents. Vous avez la commune de La Gaude qui fait l'objet qui est la première commune inventoriée du territoire et qui a son histoire intrinsèquement liée à celle de Saint-Janet, puisqu'à l'origine c'était une seule commune. Voilà, le village de Saint-Janet au pied du Bahon. Là, on distingue toutes les terrasses de culture dans les années 1900. On voit qu'aujourd'hui, elles ont toutes disparu. Le village de Saint-Paul-de-Vence, perché avec son enceinte. Et la particularité de Saint-Paul-de-Vence, c'est que c'est une place forte royale à partir de 1543. Et en fait, c'est grâce à son statut de ville frontière avec le comté de Nice que cette enceinte monumentale a été édifiée sous François Ier pour défendre les frontières de la Provence. Donc on va avoir pareil, on va avoir des constructions un petit peu plus élaborées dans ce village, mais ça reste un village très rural pour autant à l'origine. Le village de Tourette-sur-Loup, tout à fait à l'ouest du territoire, et la ville de Vence, qui est la ville la plus importante de l'aire d'études. Donc, vous avez un certain nombre de choses qui vont nous permettre de restituer la vie ancienne du territoire. Les premières choses qui vont être étudiées, ça va être les maisons et les fermes que l'on va trouver un petit peu partout. Donc les maisons de village essentiellement, mais également l'habitat isolé. Donc en isolé, on va surtout trouver des fermes, puisque comme c'était des constructions un peu loin du village, c'est des constructions qui sont généralement plus grandes et qui vont accueillir aussi les activités agricoles plus importantes. Vous avez les maisons de village. Là, je vous en ai mis un certain nombre d'exemples. Donc voilà, vous avez les villages, les maisons dans un contexte de mitoyenneté à gauche à Saint-Paul, les maisons sans mitoyenneté que vous voyez à la Gaude, ou alors à droite les maisons avec des pontisses. Ça, on en trouve beaucoup dans l'ensemble des communes, puisque à un certain moment, on n'avait plus de place finalement dans les enceintes anciennes, dans les cœurs de village, et en fait, on construisait les maisons au-dessus des rues pour gagner de la place. Ensuite, les fermes, les entrepôts agricoles et les cabanes vont également faire l'objet de l'étude, puisqu'elles permettent également de restituer cette occupation traditionnelle. Là, vous avez un exemple de la ferme fortifiée du Castellet à Saint-Janet. Bon, elle est en ruine, mais ça reste quand même un élément très intéressant pour le patrimoine vernaculaire. Vous avez les entrepôts agricoles en haut à droite qu'on trouve généralement en sortie de village, qui permettaient aux villageois de stocker les denrées et les animaux. Et les cabanes en pierre sèche qu'on trouve surtout au-dessus des bahus, qui permettaient aux bergers de stocker leurs affaires quand ils partaient plusieurs jours avec les troupeaux, voire éventuellement d'y dormir une nuit quand ils n'avaient pas le temps de retourner au village. Donc voilà, on va les inventorier aussi, puisqu'ils sont intéressants pour l'histoire du territoire. Dans les thématiques d'études, on a également tout ce qui va être équipements ruraux nécessaires à la vie de tous les jours. Donc ça va être essentiellement ce qui concerne l'approvisionnement en eau. Vous avez des exemples différents, donc une citerne en bas à gauche à la Gaude, des fontaines, des puits, des lavoirs bien entendu, et quelques aqueducs qu'on signale dans certaines communes. Là vous en avez un à Saint-Paul-de-Vence qui permettait d'alimenter en eau un ancien moulin. Ensuite, le patrimoine pré-industriel, également représentatif des modes de vie d'autrefois, avec traditionnellement le four à pain et bien entendu les moulins. Donc les moulins, vous en avez de différentes sortes sur notre territoire. Des moulins à eau, donc là vous avez une photo du moulin de Tourette-sur-Loup, et ce qu'on appelle des moulins à sang. Là, c'est celui de la Gaude, j'en ai inventorié deux.
Celui-ci est très très bien conservé et en fait on parle de moulin à sang parce qu'il était activé par la force du mulet qui tournait autour de la cuve et permettait de faire rouler la meule et d'écraser les olives puisque c'était un moulin pour faire de l'huile d'olive. Voilà. Et enfin, le patrimoine religieux rural, donc ça va concerner essentiellement les chapelles, les croix de chemin et les oratoires. On en a vraiment beaucoup sur le territoire et leur présence justement signale un peu les modes de vie avec les habitants qui sortent du village et qui se déplacent pour aller cultiver les champs, ils passent devant l'oratoire et ça permet d'assurer une protection pour le temps de la journée. Et on a un certain nombre de rituels comme les remérages qui sont des fêtes au cours desquelles on va avoir des processions vers certaines chapelles à différents moments de l'année et qui sont tout à fait caractéristiques de la vie en Provence. Donc la première phase, c'est une étude des documents anciens qu'on va pouvoir trouver aux archives départementales essentiellement. L'outil indispensable dans toute étude d'inventaire, c'est le cadastre napoléonien. Le cadastre napoléonien, c'est un document fiscal qui a été levé dans la première moitié du XIXe siècle partout en France et qui permettait en fait de lever l'impôt. Sauf que nous, cet aspect-là, on ne s'y intéresse pas du tout. Ce qui nous intéresse, c'est de voir quel bâtiment on avait à cette époque. Donc là, je vous montre celui de la Gaude, qui nous permet de voir toutes les constructions en 1834. C'est à cette époque que le cadastre a été levé. Donc vous avez différents documents dans le cadastre, les plans. Donc là, vous avez à gauche le tableau, ce qu'on appelle le tableau d'assemblage. C'est l'ensemble de la commune de la Gaude. Et à droite, vous avez la section D qui représente le village. Donc en fait, ça correspond à juste cette partie-là que vous voyez ici. Et vous voyez qu'on a plein de petits points rouges. Ça, ce sont tous les bâtiments qui existaient à cette époque. Si on fait un zoom, là, vous avez le cœur du village de la Gaude. Donc en 1834, on sait qu'on avait toutes ces constructions dans le village. L'intérêt, c'est que vous avez des petits numéros sur chaque parcelle. Donc en gros, c'est les constructions bâties et en blanc, c'est les terrains. L'intérêt, c'est que ces numéros, on va pouvoir ensuite les référer à un deuxième document qui s'appelle l'état des sections et qui va nous dire exactement à quoi servait chaque bâtiment. Donc si on se réfère au numéro, on va voir, bon là, c'est difficile à lire, mais ça va nous donner le nom du propriétaire, le numéro donc, de la parcelle qu'on retrouve sur le plan, et ce que c'était. Donc là, par exemple, on a un champ de vigne, on a également une maison. Parfois, ça peut nous indiquer s'il s'agit d'une bergerie, s'il s'agit d'un four à pain, s'il s'agit d'une église. Donc pour nous, ça va être précieux, puisque après, quand on va se rendre sur place pour voir l'état du bâtiment, on saura auparavant ce que c'est sa première destination, et voir si c'est toujours le cas ou non. Ce cadastre ancien, on va le comparer avec le cadastre actuel. Donc là, vous avez une vue du cadastre actuel levé en 2017. C'est exactement le même endroit que sur la carte du cadastre ancien, et on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas énormément bougé. Par exemple, si vous voyez les deux grandes rues qui montent ici et ici, on les retrouve déjà en 1834, pareil sur ce côté-là. Donc voilà, on va étudier la forme du bâtiment, et une fois que je vois si ça existe toujours actuellement, je me rends sur place et je vois ce qu'il en est. Donc ce que je vais faire, c'est que ce qui a bien été préservé, je vais le repérer à l'aide de grilles. Là, je vous en ai donné un exemple où je vais remplir un certain nombre de critères. Des critères sur les matériaux, des critères sur les formes, par exemple, les formes de la maison, les formes du toit, les différentes fonctions. Est-ce qu'on va avoir des parties agricoles? Est-ce qu'on va avoir des parties commerciales? Voilà, ça va concerner les fermes, les maisons et les entrepôts agricoles, mais on a d'autres éléments où on ne fait pas de grille comme ça, on sélectionne directement, comme par exemple
les fontaines. Donc là, vous avez une très belle photo de deux chercheurs en pleine argumentation devant une fontaine ancienne, à savoir essayer de déterminer sa période de construction. Et voilà, le critère qu'on retient, c'est le bâti qui est resté quand même assez bien préservé. Ensuite, on va créer des dossiers sur différents bâtiments et des dossiers collectifs. On va également, à l'issue de l'étude, faire des dossiers sur l'ensemble du territoire pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a en commun dans chaque village, est-ce qu'on va avoir des choses qui vont être vraiment différentes ou non. Toutes ces choses-là qui vont nous permettre d'avoir une étude complète sur le patrimoine vernaculaire. Donc vous voyez, c'est vraiment une étude qui est exhaustive. Le but, c'est vraiment de couvrir l'ensemble du territoire et à l'issue de ça, de tirer des conclusions sur voilà, quel type d'influence on va avoir. Est-ce qu'on va avoir un patrimoine qui est plutôt représentatif d'une tradition alpine, étant donné qu'on est proche des Alpes? Est-ce qu'on va avoir plutôt un patrimoine avec des caractéristiques provençales? Voilà, le but, c'est vraiment de déterminer toutes ces choses-là. Et bien entendu, si on peut, de donner des datations. On se sert également de documents anciens, notamment les documents iconographiques. Les cartes postales sont très utiles pour nous permettre de restituer le bâti d'autrefois. Là, vous avez une carte postale qui date de 1950 de la rue centrale de la Gaude. Donc on voit que c'était une rue très commerçante. Si on compare avec une photo aujourd'hui, bon, la vue est un peu moins loin, mais on voit que ça a complètement disparu et que ce n'est plus du tout en place. Donc les bâtiments ici, on ne peut plus les étudier, mais historiquement, on sait ce qu'il y avait à la place. Là, c'est pareil, c'est une vue de la place qui est derrière la vue précédente. Et voilà, si on compare avec aujourd'hui, c'est malheureusement un peu plus triste. Ensuite, les résultats sont diffusés sur le site de l'inventaire général de la région. Et donc, ils sont accessibles à tous. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur ce site et à regarder un peu toutes les études qui ont été faites, en sachant que d'ici peu, on aura des dossiers dédiés à notre patrimoine. Voilà, je voulais faire une dernière partie sur un petit état des lieux des premières données accumulées sur la commune de la Gaude. J'ai déjà donné plusieurs exemples dessus parce que comme c'est l'étude qui est en cours, c'est plus facile de vous donner des exemples concrets. Alors, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est qu'en termes de formation du territoire, le village de la Gaude s'est formé sur la partie de la photo que vous voyez en bas à gauche, qu'on appelle la basse Gaude. Initialement, on avait un village qui s'est créé à peu près en moins 400, de ce que les archéologues supposent. Sur cette partie-là, on appelait les collets, donc en partie perchée. On a des traces de cet habitat à peu près jusqu'en 800 de notre ère. Et suite probablement aux invasions morts, le village est abandonné. Ensuite, les habitants vont se regrouper au territoire qu'on appelle Alagauda, qui se trouve sur l'emplacement de l'actuel château l'actuel château de la Gaude qui a été complètement refait, mais qui date de l'époque médiévale initialement. On a des archives qui datent de 1100 qui nous indiquent la présence de la chapelle Saint-Pierre qui se trouve au pied du château. Et donc le village s'est formé à cet endroit-là pendant toute la période médiévale et il regroupait également tout le territoire de Saint-Jeannet à l'époque. Ce territoire, il a été complètement abandonné vers 1470 suite à un épisode de peste et suite à plusieurs invasions. Donc il s'est complètement dépeuplé et à cette période, on va vraiment avoir la scission entre Saint-Jeannet et la Gaude. C'est pas encore officiel, mais le village se reforme du coup après dans la partie des Triclans sur cet emplacement. Le village s'implante plus bas que sur le site des collets pour des raisons pratiques, pour être plus proche des sources d'eau, pour être plus proche des terrains cultivables. Donc ça, c'est un phénomène qu'on observe un peu partout dans la région. En 1599, on a la césure officielle entre les communes de Saint-Jeannet et la commune de la Gaude. La paroisse est déplacée
dans cette partie du village. Et on a la partie de la Haute-Gaude que vous voyez ici qui commence à se former. Donc en fait, avant le début du XVIIe siècle, on n'a probablement pas de construction dans cette partie du village. Comme vous pouvez le voir à l'inverse d'autres villages, on n'a pas d'enceinte ancienne en raison de sa reconstruction tardive, ce qui fait qu'on va avoir une forme urbaine complètement différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. On l'observe très bien sur une carte ancienne. Ça, c'est une carte des frontières est de la France qui a été levée par les ingénieurs militaires à l'époque du comté de Nice, où justement les militaires avaient voulu établir des points stratégiques de ravitaillement, etc., en cas de trouble. Et donc, ils nous ont livré cette carte qui nous donne beaucoup d'informations précises. Et donc, on voit ici le village de la Gaude. Cette carte, elle a été faite entre 1764 et 1778. On voit à l'époque que le village est déjà bien informé. Là, c'est la partie de la Haute-Gaude que je vous montrais précédemment. Et là, c'est la partie de la Basse-Gaude, ce qu'on appelle le Trigan, avec l'ancien site ici. Donc on voit qu'à l'époque, on n'a quasiment pas de construction en milieu dispersé. Et si on compare par exemple avec la commune de Vence, on voit très très bien l'enceinte médiévale caractéristique qu'on va retrouver aussi dans les autres communes perchées avec leur enceinte. Alors, ce qu'on peut dire des premières données étudiées, c'est que pour le village, donc là je vous ai remis le cadastre ancien, on a 37 maisons qui ont été repérées, qui sont plus ou moins dans leur jus et qui peuvent restituer l'état ancien du bâti. Donc en vert vous avez les maisons, en jaune vous avez les fermes. On a des fermes en cœur de village, ce qui est assez, pas atypique, mais un peu plus rare étant donné que les fermes ont besoin quand même de plus d'espace plus large, mais au village de la Gaude, du coup, c'est possible puisqu'on n'a pas cette enceinte qui limite en fait l'espace. Vous avez également 2 moulins en bleu, donc il y a une autre carte après pour le deuxième, 2 fours à pain, 2 croix de chemin, 2 oratoires, 2 puits et un jeu de la Lombard, sur lequel je reviendrai plus tard. Voilà la deuxième carte avec la partie du Trigan. Vous avez également des petites gouttes d'eau qui indiquent la présence de citernes dans des maisons anciennes. Pareil, je reviendrai là-dessus ensuite, mais j'ai essayé de les inventorier. Et en marron, des petits tonneaux qui représentent des caves avec des cuves à vin encore en place. Donc on en a également un certain nombre. Donc, comme je vous le disais, on va avoir la présence de fermes anciennes au cœur du village. Là, je vous en donne un exemple. Vous avez la ferme dans la partie au fond. Et devant, vous avez un ancien hangar qui permettait de stocker les bêtes et une aire à battre pour que les bêtes puissent fouler les grains. Et après, tout ça a été entreposé dans les parties hautes de la maison. Cette ferme, elle est caractéristique de ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. On voit qu'il y a eu d'abord une première construction ici, et puis quand la famille s'agrandit, au lieu d'aller sur un autre terrain, ils restent sur les mêmes parcelles, juste qu'ils agrandissent la maison. Ça, c'est vraiment un phénomène qu'on observe partout. Dans les parties basses, vous avez également des parties agricoles. Là, aujourd'hui, c'est une cave de stockage, mais à l'époque, vous pouvez... c'était un espace où étaient les bêtes en hiver. Voilà. Un exemple également d'une maison de village. Ce qu'on constate à la Gaude, c'est que la plupart des maisons présentent des parties agricoles soit en partie basse, soit en partie haute, soit pour les deux. Donc la maison typique du village, vous avez là, dans cette maison, en partie basse, une ancienne étable, avec à l'arrière une citerne et une cave à vin. Au milieu, vous avez le logis, et en partie haute, vous aviez ce qu'on appelle un séchoir, qui permet de stocker toutes les denrées qui vont servir à la fois d'isolant si on met du foin, mais aussi de zone de stockage pour les fruits, pour faire sécher les fruits, ce genre de choses. Donc on a vraiment tout ce qui est nécessaire à vivre au quotidien.
Et quand on se place du côté de la rue, les parties agricoles n'apparaissent pas. Là, vous voyez l'entrée avec des encadrements assez travaillés. Et sur ces encadrements, on a des dates portées. Et quand on se réfère au cadastre ancien, ces dates portées nous apprennent que, effectivement, là, vous avez des initiales, D et P, et l'inscription 1816. Et quand on regarde sur le cadastre de 1834, on voit que Paul Dupuis est propriétaire de cette maison, donc probablement depuis déjà 20 ans. Et donc on se doute que cette date est à peu près fiable. Après, on ne peut pas tirer cette conclusion sur toutes les dates portées, mais c'est assez valable. Et là, vous avez une deuxième porte ici qui appartient à la même parcelle, avec la date de 1843. Et quand on étudie un autre document d'archives, ça nous apprend que la maison a été augmentée et est passée à l'héritier de Paul Dupuis. Donc ça nous permet de restituer l'évolution du bâtisse qui est assez intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe également un petit peu partout. Donc pour dater également la construction, c'est des choses qui sont importantes. Après, ne pas généraliser bien sûr à chaque construction, puisque parfois les dates ne correspondent que à des travaux d'embellissement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours confronter aux sources anciennes. Ce qu'on peut dire par rapport à l'habitat dispersé pour le village de la Gaude, c'est que cet habitat est en fait très rare. Donc comme je vous le disais tout à l'heure sur la photo ancienne, sur la carte des ingénieurs militaires, on a très peu de construction. On va avoir des fermes dans cette partie. On a le hameau de la Baronne en fond, sur les rives du Var. Mais voilà, on a très peu de construction en isolé, et ça s'observe en fait même sur le cadastre de 1834, et jusque dans les années 60, en fait, le territoire de la Gaude était profondément rural. On avait très peu de construction en extérieur du village. Ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'approvisionnement en eau était très compliqué sur cette commune, on a très peu de sources d'eau. La deuxième raison, c'est que c'est un territoire qui n'est pas très grand, donc les agriculteurs ou les éleveurs n'avaient pas besoin de partir pendant des jours pour travailler. Ils pouvaient tout à fait rentrer le soir, donc on a peu de maisons construites en dehors. On a en fait des traces de cabanes, de bastidons qui servaient donc à stocker les outils, éventuellement, comme je vous disais, plutôt à dormir une nuit si l'habitant n'avait pas le temps de rentrer. Mais aujourd'hui, elles ont été englobées généralement dans les maisons récentes. Ça va être transformé en cabane de jardin. Là, vous avez une photo, la première photo aérienne qui a été faite du village entre 1950 et 1965. On voit le village ancien dans cette partie et quelques petites constructions le long des voies principales, mais c'est vraiment très faible. Et dans les parties basses, vous voyez tous les terrains cultivés. Dans cette partie-là, on avait essentiellement de la vigne. Et si on compare avec les photos aujourd'hui, on voit que l'ensemble du territoire s'est complètement transformé et s'est peuplé de villas résidentielles partout. Les seuls endroits qui n'ont pas été construits, c'est aujourd'hui des forêts, et en fait c'est juste que c'est pas constructible parce que c'est des endroits trop escarpés, trop compliqués, tout simplement inconstructibles. Et en fait cette évolution, elle s'explique par l'arrivée de l'entreprise IBM dans les années 60. Vous voyez le site IBM qui se trouve en haut à droite. En fait, en 1960, la commune de la Gaude comprenait 700 habitants. Aujourd'hui, on est à 7000. Et cette évolution, elle s'est faite de manière exponentielle depuis l'arrivée d'IBM et la mise en place d'une commune très, très résidentielle. Et donc ça s'est fait au détriment de toutes les cultures du village. Mais voilà, cette étude permet en fait de restituer ce caractère d'autrefois qui n'est plus visible actuellement. Et en fait, cette commune, elle est tout à fait caractéristique du moyen pays agricole, d'un territoire qui a vécu quand même en autarcie pendant très longtemps, et dont les activités reposaient essentiellement sur la culture de la terre.
Initialement, c'était le blé et les oliviers qui étaient cultivés. On a des sources écrites qui, depuis le XVIe siècle, qui en attestent. Jusqu'au XIXe siècle, ça va être les deux activités principales. Et d'ailleurs, les moulins traduisent vraiment ça, puisqu'on va avoir un moulin à farine qui est proche de la Cagne, qui est aujourd'hui ruiné, mais sur lequel on a des infos, et deux moulins à sang, comme je vous l'ai expliqué, dédiés à la production de blé d'olive. Ensuite, on va avoir l'avènement de la viticulture pour le territoire, et le vin de la Gaude était en fait au XIXe siècle très très renommé, comme le Délai par exemple, et il avait une renommée aussi importante. C'était un vin qui était assez particulier puisque les vignes nécessitaient très peu d'eau, et heureusement, puisque comme je vous disais, les problèmes d'approvisionnement d'eau de la commune, c'est quelque chose qui a été toujours très important. Et voilà, vous avez là je vous ai mis un prix, une médaille pour un vin d'une famille ancienne du village, et une photo à droite des seules vignes qui restent aujourd'hui, alors qu'elles recouvraient l'ensemble du territoire à l'époque. En fait, à la fin du XIXe siècle, il y a eu une maladie de la vigne qui a fait que la plupart des plants ont disparu. Ensuite, on a replanté, mais des plants américains qui ont quand même fait perdurer la renommée du vin de la Gaude, mais à un moindre degré. Et entre-temps, la commune s'est lancée dans la production de fleurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a vraiment fait la renommée du territoire. D'abord, les lilies radiées avec les fleurs d'oranger dans un premier temps à la fin du XIXe siècle, et à partir des années 30, l'œillet, qui était finalement beaucoup plus rentable. Et grâce à l'installation de la ligne de chemin de fer de Provence, les fleurs étaient envoyées à Grasse pour la production des parfums. Et l'œillet a pu être cultivé sur le territoire à partir des années 30, au moment où l'eau courante est installée sur la commune, suite à l'achat d'une source à la commune de Saint-Genès. Voilà un peu pour l'histoire agricole du territoire. Cette histoire agricole, elle se traduit dans l'architecture par de nombreux éléments récents. Là, vous avez des photos de différentes caves à vin que j'ai pu visiter cet été, que les habitants ont bien voulu me montrer. Donc là, vous en avez 3 différentes. Et on voit, par exemple, à droite, des immenses cuves vinaires en bois très anciennes. Et vous avez différents éléments comme les grands pressoirs. Vous en voyez 2 sur les photos en bas pour presser le jus des raisins. Les banquettes en bas de stockage sur lesquelles on faisait rouler les tonneaux. Dans le plafond, vous voyez une trappe pour faire passer le vin. Voilà, c'est plein d'éléments que vous pouvez étudier comme ça qui nous expliquent la production du vin. Un autre élément intéressant pour la commune de la Gaude, c'est les citernes, puisque comme je vous le disais, la question de l'approvisionnement en eau a été très compliquée, et donc les villageois, au moment de créer leur maison, construisaient des immenses citernes dans leur sous-sol qui étaient alimentées par l'écoulement des eaux de pluie depuis le toit, et qui n'avaient pas de porte, en fait, on ne pouvait pas y accéder. Vous aviez juste un puits qui permettait de puiser l'eau de la citerne depuis l'intérieur de la maison. Donc là, à gauche, vous avez une citerne chez des habitants qui fait à peu près 30 mètres cubes, qui aujourd'hui a été transformée en cellier. À droite, vous avez une citerne pour alimenter un moulin, et également avec un puits pour alimenter la maison. Et tout à fait à droite, vous avez une citerne publique qui a été construite assez tardivement, en 1888, sous la place des Victoires de la Gaude, et elle qui fait 140 mètres cubes. Et j'en ai recensé un certain nombre. On pense qu'il y en a environ 80 citernes privées dans le village de la Gaude, ce qui est tout à fait énorme. Et la plupart ont été comblés aujourd'hui ou transformés pour d'autres usages, parce qu'avec l'arrivée de l'eau courante, on n'en a plus du tout besoin. Voilà, en fait, l'eau courante arrive en 1900, mais uniquement par les fontaines, et en 1930 dans les maisons, ce qui est vraiment très tardif. On ne voit pas du tout ça dans les autres communes, puisqu'on avait déjà des sources anciennes qui ne nécessitaient pas ça. Après, peut-être que j'en trouverai au moment de l'inventaire, mais en tout cas, à ma connaissance, à l'heure actuelle, c'est vraiment caractéristique de la commune de la Gaude.
Là, je vous ai mis des photos de cuisine traditionnelle dans 2 maisons du village. Donc, dans la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle un potager. Et à droite, une pile d'évier, et tout à droite, un puits qui permettait justement de récupérer l'eau dans la citerne. Dans les éléments intéressants également, on a tous les encadrements de portes qui vont permettre de dater les constructions. Donc là, je vous ai mis que des exemples avec des dates portées. Comme je vous ai dit, ces dates, il faut vraiment les prendre avec des pincettes parce que parfois elles ne sont pas forcément valables. Mais par contre, vous avez les formes des encadrements de portes qui peuvent nous donner beaucoup d'indications sur les périodes de construction. Par exemple, ce type de forme de porte, on n'en voit pas avant le milieu du XVIIIe siècle. Donc ça va nous donner une fourchette de datation. Les formes en plein cintre, on n'en voit plus beaucoup au XIXe siècle, à part pour les constructions agricoles. Voilà, c'est des petits éléments comme ça qui permettent de donner plus d'informations en étudiant directement le bâti. Et enfin, je voulais vous parler juste brièvement du jeu de la moura. C'est, quand on voit ça, on se demande bien ce que c'est. En fait, c'est un jeu qui se pratique depuis l'Antiquité et qui est caractéristique de notre bassin méditerranéen. C'est un jeu de doigts qui consiste à ce que 2 joueurs s'asseyent face à face sur les bancs de pierre et s'affrontent en donnant les chiffres les plus rapidement possible. Je ne saurais pas vous dire en détail ce que c'est exactement, mais en tout cas, c'est un jeu qui a enflammé les villageois pendant des siècles et qui a finalement été interdit car trop bruyant. Mais aujourd'hui, cette pratique réapparaît dans le folklore ancien, justement, pour caractériser la culture provençale. Donc on en a un bel exemple à la Gaude. Donc voilà, je vais vous le montrer parce que c'est assez atypique et c'est tout à fait vernaculaire, justement. Toute l'histoire, depuis la préhistoire jusqu'à la période moderne, en fait là on s'aperçoit que c'est un tronçon, c'est donc du Moyen-Âge et ça ne concerne que le bâtiment. C'est très intéressant, hein, votre exposé est très intéressant. Mais est-ce qu'il y aura un complément avec la partie, bien sûr, le bâti c'est capital, mais il y a aussi tout le patrimoine matériel, oui, effectivement. la cuisine, Alors, en fait, le service de l'inventaire n'étudie que ce qui est encore en élévation. C'est-à-dire que tout le patrimoine enfoui, qui est spécialisé par les archéologues, n'est pas étudié par les chercheurs de l'inventaire. On laisse cette compétence-là aux archéologues puisque c'est quelque chose de plus spécifique. Et en fait, le service de l'inventaire s'est fixé la borne du Moyen-Âge pour commencer ses études parce que ce qu'on considère de manière générale, c'est qu'avant 400, c'est la limite choisie, l'essentiel du patrimoine encore en élévation a déjà été étudié principalement par les monuments historiques. En général, c'est des constructions assez prestigieuses, assez monumentales. Donc, c'est plutôt de ce ressort-là, ou du ressort, comme vous dites, des archéologues. Donc, nous, pour cette étude, on s'intéresse à ce qui est encore en élévation après 400. Ensuite, par rapport à la limite moderne, on s'arrête à peu près à la fin de la Première Guerre mondiale parce qu'on a choisi d'étudier spécifiquement le patrimoine vernaculaire et que le patrimoine vernaculaire, finalement, a tendance à disparaître au profit de l'industrialisation qui se fait en France au début du XXe siècle. On va considérer ça, cette période de la Première Guerre mondiale à peu près. Après, bien entendu, si on a des constructions des années 30 qui sont quand même représentatives de savoir-faire traditionnel, on va les intégrer dans l'étude. Mais c'est une limite qu'on s'est fixée pour des raisons méthodologiques. Après, l'inventaire, de manière générale, étudie tout le bâti et les objets mobiliers jusqu'à 30 ans en arrière. C'est la limite maximale, on va dire. Parce qu'on n'a pas assez de recul. Après, si on prend quelque chose qui a été fait il y a 10 ans, c'est trop compliqué, on n'a pas assez de recul pour l'étudier. Maintenant, la thématique du vernaculaire, elle a été choisie pour le pays de Vence, pour les raisons que j'ai expliquées au début. Maintenant, si on veut étudier d'autres thématiques qui sont plus récentes, c'est quelque chose qui pourra éventuellement se faire plus tard. Par exemple, je pense au patrimoine de la villégiature,
qui a été beaucoup étudié à Nice récemment, et d'ailleurs l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO vient d'être adoptée. C'est un patrimoine qu'on retrouve beaucoup dans la région et qui est valable jusqu'à 30 ans en arrière. Ça pourrait être une thématique d'étude sur le pays de Nancy. Voilà, mais ça, ce sera des choses. Ce sera la commune qui nous demandera probablement le plus de travail, mais on la garde pour la fin. Et sur quelle période alors d'études? Là, c'est une Il y a période. une borne en fait. Là, pour l'instant, c'est pour 3 ans. On verra comment ça évolue en fait, parce que c'est compliqué de se projeter, de savoir combien de temps exactement je vais passer sur une commune, parce que ça dépendra aussi de ce qui est découvert. Mais voilà, là actuellement, on part sur 3 ans.